Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Les travaux de rénovation du palais Sékou Touré sont lancés, un projet présidentiel d'envergure qui va se dérouler en plusieurs phases. Le lancement est effectué par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Les rideaux se sont refermés sur le concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Plus de 250 candidats se sont mesurés durant une semaine de compétition. Les lauréats sont récompensés pour leurs prestations. Et puis la Guinée, pays invité d'honneur de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. Le commissaire général du FEMUA est à Conakry. À Salfo, échange avec les autorités guinéennes. On va en parler dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République a donc lancé ce mardi les travaux de rénovation du palais Sékou Touré, un monument historique et symbolique de la Guinée. La rénovation, prévue en plusieurs phases, couvre des travaux essentiels à la réhabilitation complète de ce palais. Un projet présidentiel d'envergure. Omar Bari. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, accompagné des ministres de l'économie et des finances, de la culture, du tourisme et de l'artisanat, du plan et de la coopération internationale, ainsi que de l'administrateur général, de l'administration générale et contrôle des grands projets, au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a procédé le mardi 11 mars 2025 au lancement officiel des travaux de rénovation du palais Sékou Touré, symbole historique de la Guinée. Ce projet ambitieux, initié par le président de la République, a été confié à l'entreprise Betcom. L'objectif de son Excellence le général Mamadi Doumbouya est de redonner tout son éclat à ce monument emblématique, situé de Kaloum, et qui porte le nom du premier président de la Guinée indépendante, feu Ahmed Sékou Touré. Cette cérémonie solennelle de lancement des travaux présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence, présence des conseillers de la présidence, a été l'occasion de visiter le chantier et d'échanger sur les engagements contractuels. Accompagné des ministres, M. Djiba Diakité a pu s'entretenir avec les responsables de l'entreprise adjudicatrice et formuler des observations pour garantir une livraison dans les délais impartis. J'ai noté que c'est tout qui sera réhabilité conformément aux engagements, y compris la Cour. Je vous pose ces questions parce que nous, on ne va pas attendre 11 mois pour découvrir que c'est fait, c'est pas fait. Chaque fin de mois ici, on viendra vous voir pour dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, gardez la notion de livrable en tête parce que ici, on va aller très très vite, on comprend les contraintes. Il faut aller vite, mais il faut que ça soit très bien fait aussi. Les 2 premiers mois, on va s'occuper de la dépose parce qu'on doit reprendre la toiture, finaliser les plans d'exécution, les plans détaillés qu'on va transmettre et valider par la CGP. Ensuite, commencer la production et parce que tout ce qu'on doit faire ici comme matériaux doit être produit sur mesure. Donc, il faut des plans de fabrication. Donc, les 2 premiers mois, on va travailler sur les plans de détail, les plans de fabrication et commencer la production. Donc, à partir du 3e mois, on va commencer à poser quelques éléments, comme la climatisation. On fait la climatisation, ensuite le plafond, le faux plafond, et on revient sur les carreaux. Le projet de rénovation du palais Sékou Touré est structuré en plusieurs phases. Le contrat de rénovation couvre l'ensemble des travaux nécessaires à la réhabilitation du palais. Ces travaux sont répartis en 8 lots distincts, assurant une approche méthodique et complète. Il s'agit, entre autres, de la préparation et la planification des travaux, du renforcement des structures et des fondations, de l'amélioration de l'isolation et des finitions intérieures, ainsi que la modernisation des installations techniques, la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement, la décoration des espaces intérieurs et extérieurs, la réhabilitation des espaces verts et des abords du palais, enfin, l'aménagement des espaces de réception et de travail. Nous sommes ici dans un lieu qui est une sorte de sanctuaire pour la République de Guinée. En ce sens qu'il porte non seulement le nom du premier président de la République de Guinée, mais aussi parce que c'était le lieu qui symbolisait le pouvoir central de la République de Guinée.
Et le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions au ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Diba Diakité, qui, à son tour, a réuni autour de lui un certain nombre de ministres au nombre de 3 et des hauts cadres de l'administration pour l'accompagner afin d'appliquer cette haute instruction de l'autorité. Cette instruction porte sur le lancement des travaux de rénovation du palais Sékou Touré. Tout un symbole. Et cela coïncide à un mois de pénitence pour les chrétiens, également pour la communauté musulmane de Guinée. Ce qui signifie que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est un bâtisseur. C'est celui-là qui rectifie ce qui a été tordu pour la bonne marche de notre pays. Il faut reconnaître que ça rentre en droite ligne au programme de développement socio-économique durable et responsable du chef de l'État, qui est le programme Simandou 2040. Ça va rentrer dans une vision globale, qui est la refondation de notre administration, la refondation de la République de Guinée. Ce palais est un symbole, puisque il marque le nom du tout premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, qui est quand même une figure historique pour notre pays, le fait qu'il nous ait conduits à l'indépendance. Et donc, ça me fait une fierté, en outre, du fait que ça me fait la 3e pose de pierre de la journée, mais cette 3e est la plus importante. Tout ça, c'est la vision du président, puisque les 2 premières concernent l'édification des trésoreries préfectorales à Foucaria et à Koya. C'est sa vision de refondation, de consolidation des acquis en matière de construction d'infrastructures. Donc, nous viendrons fréquemment pour voir comment ça se passe. On va fixer des objectifs et qui vont être réalisés dans un timing pour que le délai contractuel soit mené à bon port. J'allais dire moins que ce délai contractuel. C'est une invite que je fais à l'entreprise bénéficiaire du contrat pour nous faire la livraison dans les meilleurs délais possibles. Le délai d'exécution du projet est fixé à 11 mois à compter de la notification de l'ordre de service, témoignant de la volonté du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de mener à bien cette rénovation dans les meilleurs délais. Notre rôle consistera à s'assurer que les clauses techniques et la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui un accélérateur de développement et de mise en place des infrastructures, soient suivies. Cela veut dire que la triptyque de la qualité, du délai et des coûts soit respectée. Donc, nous sommes ici permanemment. Une équipe permanente de l'ACGP sera ici au quotidien et aux côtés de l'entreprise pour s'assurer effectivement que les travaux qui sont menés respectent aujourd'hui les normes et les standards les plus élevés et qu'on puisse livrer ce chantier, comme l'a dit monsieur le ministre directeur de cabinet, en dessous du délai qui a été fixé. Nous avons reçu déjà des instructions fermes en ce qui concerne toutes les dispositions relatives à la prise en charge de contrats avec les 20% de l'avance démarrage. Ça, c'est un premier élément. Pour ce projet, nous allons apporter une attention particulière pour tout ce qui est financement, pour que l'entreprise puisse dérouler les activités sans interruption. Ce projet, qui s'inscrit par ailleurs dans une démarche de préservation et de valorisation du patrimoine national, revêt une dimension symbolique forte. Il reflète l'engagement de la Guinée à préserver son histoire tout en se projetant vers l'avenir. Le palais Sékou Touré retrouvera non seulement sa splendeur d'antan, mais sera également doté d'équipements modernes répondant aux exigences actuelles. Un projet présidentiel qui marquera durablement le paysage architectural de la Guinée. Dans l'actualité encore, le Premier ministre a présidé ce mercredi la cérémonie d'ouverture de la revue globale des portefeuilles actifs financés par les bailleurs de fonds. Cette revue vise à renforcer la capacité d'absorption des financements par la Guinée et à dresser un état des lieux des portefeuilles actifs des partenaires financiers. Hadi Kamara. Revue annuelle des portefeuilles actifs des projets et programmes d'investissement public financés sur ressources extérieures. Cérémonie de lancement de cette activité, le Premier ministre chef de gouvernement Amadou Ouriba, initié par le ministère de l'économie et des finances.
finance. Cette revue est un outil formidable de gouvernance pour la mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programmes de développement socio-économique de notre pays. Il s'agit de faire l'état des lieux des portefeuilles actifs des bailleurs, de présenter donc le point sur la mise en œuvre des recommandations issues de la revue annuelle 2024, de procéder à la restitution des résultats des travaux issus de l'évaluation finale des contrats de performance des unités de gestion des projets au compte de l'exercice 2024. Identifier les difficultés que rencontrent les projets et proposer des mesures appropriées en vue d'améliorer leur mise en œuvre réussie. La Banque mondiale a adopté une vision nouvelle, plus audacieuse d'un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Pour y parvenir, nous avons entrepris des réformes afin de devenir un meilleur partenaire. Ce tableau de bord vise à rationaliser le suivi et le reporting des résultats de haut niveau. Le portefeuille global de 9 bailleurs de fonds comporte actuellement 98 projets et programmes et 4 assistances techniques pour un financement de plus de 3 milliards 600 millions de dollars américains. L'accompagnement de l'AFD reflète notre engagement depuis plus de 45 ans à soutenir les priorités stratégiques de la Guinée qui couvrent plusieurs domaines essentiels tels que le renforcement du capital humain, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique, les infrastructures productives, le renforcement des administrations publiques ainsi que le sport, la culture, autant de marqueurs forts de notre coopération. Je suis heureux de relever que la coopération entre le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République de Guinée se porte bien. À date, le montant global du portefeuille actif de la banque en Guinée s'élève à environ 700 millions de dollars des États-Unis. Aussi, le taux de décaissement des projets publics s'est progressivement amélioré en 2024, passant de 27% à 37,1%, pour un âge moyen du portefeuille d'environ 4 ans. En assurant le suivi et l'évaluation, on instaure le contrat de performance en vue de formaliser la relation de redevabilité des unités de gestion des projets et programmes vis-à-vis des ministères sectoriels. Notre intervention couvre à date 20 projets pour à peu près 1,2 milliard de portefeuilles en US dollars. Ça, c'est sans compter les deux derniers projets qui ont été approuvés en décembre dernier et qui n'ont pas encore fait objet d'approbation au niveau du gouvernement. Il s'agit du lot 4 de la route Labé frontière Sénégal et de la centrale thermique de Kankan pour un total d'environ 240 millions de dollars. Nous avons constaté une nette amélioration au niveau de décaissement des projets et programmes de financement extérieur. Comme vous le savez, il y a 3 ans de cela, il y a des portefeuilles qui étaient au rouge, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BID, c'est-à-dire qu'un certain nombre de projets affichaient déjà des indicateurs rouges. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, il y a des portefeuilles comme la Banque mondiale qui ne disposent aucun projet en souffrance. Ça, c'est déjà une performance sans précédent, parce qu'au titre de l'année fiscale 2024, sur une cible de 20%, nous avons pu réaliser dans le portefeuille de la Banque mondiale un niveau de décaissement de 29,3%, ce qui est déjà permis à notre pays de se placer devant la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin comme le pays le plus performant en termes de décaissement des projets et programmes. Le CNRD engage la Guinée dans une dynamique de refondation basée sur la moralisation de l'administration publique et la promotion de la bonne gouvernance en vue de renforcer et de redynamiser les actions. Avant toute chose, permettez-moi au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gendarme Mamadi Doumbouya, et à mon nom propre, d'exprimer notre gratitude à nos partenaires pour leur engagement continu en faveur du développement socio-économique de la Guinée. L'analyse qui a été présentée tout à l'heure est suffisamment édifiante. Nous allons nous en servir comme un outil, j'allais dire, de pilotage de l'action gouvernementale. Et nous allons suivre de très près
les performances additionnelles susceptibles d'évoluer lorsque le suivi sera beaucoup plus incisif. Nous nous félicitons que nous sommes passés pratiquement d'environ 20 et quelques % comme taux d'absorption à pratiquement 46-47%. L'évolution est bonne, mais elle n'est pas tout à fait satisfaisante dans la mesure où il faut qu'on atteigne pour la fin de l'année 2025 un seuil qui peut frôler les 75%. Parce qu'en fin de compte, on emprunte de l'argent pour financer des projets qui sont déjà ciblés, répertoriés, étudiés. Il n'y a pas de raison, fondamentalement, que lorsque nous avons la disponibilité des fonds, qu'il y ait un retard si excessif qui fait que nous ne sommes pas en mesure d'atteindre les objectifs. C'est bien les recommandations qui ont été énumérées tout à l'heure. Je souhaite que cela soit très rapidement mis en œuvre parce que je pense que cela pourra nous permettre d'accélérer le processus de décaissement et d'avancer des projets. À la fin des travaux prévus le vendredi prochain ici à Conakry, les coordinateurs des différents projets et programmes d'investissement public seront soumis à la signature de contrats de performance au compte de l'exercice 2025. Et puis vers la première édition du Carnaval de Conakry, une idée présidentielle pour valoriser le riche patrimoine culturel guinéen. Cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères a eu un entretien avec l'ambassadeur du Brésil. Ce pays, vous le savez, a une grande expérience en matière d'organisation de carnaval. Le point avec Makeme Donzo. Cette rencontre est la toute première étape diplomatique d'un grand projet du chef de l'État que la Guinée va abriter dans les mois à venir. Il s'agit du Carnaval de Conakry. C'est l'une des déclinaisons culturelles de l'ambitieux programme Simandou 2040. En recevant l'ambassadeur du Brésil pour des échanges constructifs, le chef de la diplomatie guinéenne peut compter sur l'expertise de ce pays ami dans l'organisation de ce genre d'événements. J'ai trouvé cette idée merveilleuse, une grande idée. Le carnaval de certaines régions du Brésil, Rio et surtout Salvador, Bahia, a une forte influence africaine. Alors je crois qu'il sera très facile de déclencher ici un festival avec les mêmes caractéristiques, de danse, de défilés, etc. Nous allons travailler sur cela. Je suis à disposition du gouvernement guinéen. Amis de très longue date, la Guinée et le Brésil ont beaucoup de points culturels en commun. À cela va désormais s'ajouter la culture du carnaval. Sur le plan de l'engagement politique et des infrastructures, Conakry est prêt à accueillir un événement d'une telle ampleur. C'est une proposition du président de la République pour demander à ce que la partie culturelle de Simandou 2040 soit mise à profit. Et dans ce cadre-là, il a proposé que l'on puisse, par exemple, voir au niveau du Brésil, le festival, le carnaval de Rio qu'on a, si on peut transplanter et faire la même chose pour la Guinée aussi. Et donc, je suis très heureux de voir que l'ambassadeur est décidé tout de suite à soutenir cette idée du chef de l'État. C'est un début de coopération, mais on a aussi parlé des infrastructures. Il y a des grandes entreprises brésiliennes qui font du bon travail et qui ont déjà travaillé ici. Il faut que les Brésiliens reviennent en Guinée comme toutes les autres nations. Après cette rencontre, la relève sera prise par le ministre de la Culture pour travailler en profondeur sur cette initiative présidentielle. Et puis je le disais tout à l'heure, au sommaire de ce journal, la 43e édition du concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran a pris fin ce mercredi à Conakry. Une semaine de compétition qui a regroupé plus de 250 candidats venus de tout le pays. Les lauréats sont encouragés et récompensés au cours de la cérémonie de clôture, une cérémonie sur laquelle on revient avec Sorwa Bangoura et Marwan Kamara. Lancées la semaine dernière, les activités de la 43e édition du concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran a pris fin ce mercredi à Conakry. Cette compétition islamique qui a duré 7 jours a permis de créer de l'émulation entre les candidats venus des différents foyers coraniques et des centres de mémorisation du Saint-Coran
des communes de Conakry et de l'intérieur du pays. Le secrétariat général des affaires religieuses, en collaboration avec le ministère saoudien des affaires islamiques, a piloté le programme. Nous félicitons chaleureusement les lauréats de cette édition pour leur performance exceptionnelle et nous les encourageons à maintenir cette position pour les compétitions internationales, pour mieux représenter notre cher pays de façon digne. Soyez remerciés, Son Excellence le Président, pour tous les efforts consentis. Nous adressons également nos sincères remerciements aux serviteurs des deux saintes mosquées. Mohammed ibn Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, hafadhahum Allah. Le soutien apporté par le royaume à ce concours confirme l'engagement du gouvernement saoudien sous la direction éclairée de Sa Majesté le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud. Ce concours représente une occasion précieuse pour la jeunesse de la Guinée de s'imprégner du Coran, de l'appliquer et de diffuser ses enseignements dans la société. Depuis plus de 43 ans, cet événement national est devenu une tradition en Guinée. Le but est de permettre aux jeunes de s'approprier le contenu du Saint-Coran et de vulgariser les bases fondamentales de l'islam. Le concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran en République de Guinée est un acquis à préserver et à pérenniser. Nous devons nous serrer davantage les coudes à éduquer et à former notre jeunesse pour qu'elle ne soit pas influencée par des comportements qui ne sont pas les nôtres. Ici, dans la salle des congrès du Palais du Peuple, les candidats sont répartis en 8 catégories. Parmi eux, des jeunes filles et des malvoyants. Au terme de la cérémonie, les résultats du concours sont proclamés par les membres du jury. Les 5 premiers de chaque catégorie sont récompensés. Je suis content aujourd'hui et je remercie mes oustads et mes parents. Je demande d'autres prendre du courage pour avoir premier. Les montants annoncés sont certes importants, mais le comportement qui doit suivre ces prix est plus important que les montants qui sont annoncés et qui est mis à votre disposition. Je souhaite et je prie Dieu que vous soyez des Guinéens exemplaires, malgré votre jeune âge, pour continuer à propager la paix, la quiétude, l'entente dans notre pays. Ce concours de mémorisation et d'interprétation du livre saint s'inscrit dans la politique de coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. Elle vise à inciter la jeunesse musulmane à s'intéresser à l'apprentissage du Saint-Coran. Je le dis également au sommaire de ce journal et nous allons parler du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. La 17e édition consacre la Guinée comme pays invité d'honneur. Leader du groupe Magic System et commissaire général du FEMUA, Salif Traoré Assalfo séjourne à Conakry. Il est l'invité dans un instant de ce journal. Mais avant nos questions, il faut dire que Assalfo a rencontré les autorités guinéennes pour harmoniser les idées afin de donner une note particulière à cet événement. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. La délégation du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Conakry. À sa tête, le commissaire général du FEMUA, Assalfo, leader du groupe Magic System. Cette 17e édition consacre la Guinée comme pays invité d'honneur. La délégation est à Conakry pour rencontrer les autorités afin d'établir un planning commun pour une meilleure participation de la Guinée à ce rendez-vous culturel. Nous sommes venus présenter les civilités au ministre qui est en charge de la culture, qui accueille toute cette délégation et qui a la tutelle de la présence de la Guinée au FEMUA. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du ministère de la Culture parce que c'est de là que nous devons d'abord partir avec le FEMUA et puis voir la suite. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo est un événement qui met les projecteurs sur les artistes de plusieurs horizons. Une opportunité pour promouvoir la culture et le tourisme.
La Guinée compte honorer le choix de pays invité d'honneur. C'est une opportunité qui a des aspects économiques que nous souhaiterons saisir. Il y a aussi un volet diplomatique, une sorte de soft power pour notre diplomatie culturelle à ne pas négliger avec cette participation de la République de Guinée. Nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour que nos artisans, nos artistes, nos musiciens puissent vraiment y prendre part et que la Guinée puisse signer son retour sur la scène culturelle internationale. L'événement, c'est du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. J'ajoute que le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a été également reçu par le Premier ministre chef de gouvernement. La délégation que Salif Traoré Assalfo conduit est venue remettre au chef de gouvernement le dossier de désignation de la Guinée comme pays invité d'honneur à la 17e édition du FEMUA. Bonsoir à vous, Assalfo. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Vous êtes donc le commissaire, je le disais tout à l'heure, le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, c'est Abidjan, la Guinée, pays invité d'honneur de cette 17e édition. Tout d'abord, Assalfo, qu'est-ce qui a prévalu au choix de la Guinée? Déjà, je remercie le peuple guinéen pour l'accueil. Vous voyez que déjà, tout comme la Côte d'Ivoire, je suis déjà aux couleurs de la Guinée avant le jour J. Aujourd'hui, pour parler du choix de la Guinée comme pays invité d'honneur du FEMUA 17, résulte déjà du fait que les liens qui existent entre ces deux pays sont historiques. Depuis nos pères fondateurs, ces liens-là existent déjà. Et puis, le fort brassage entre le peuple guinéen et le peuple ivoirien. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une forte communauté guinéenne. Donc nous avons grandi aussi avec cette histoire de la Guinée, nous la connaissons, mais je crois qu'il fallait créer un autre pont, un pont culturel pour mieux mettre en exergue cette culture guinéenne, pour mettre en exergue tout ce que la Guinée regorge comme richesse, tant sur le plan culturel, touristique que gastronomique. Ouais. Donc c'était tout à fait normal pour appuyer cette dynamique-là que nous choisissons la Guinée comme pays invité d'honneur. Alors, on vous a vu avec les autorités, on va en parler dans un instant, oui. Mais la Guinée, pays invité d'honneur, quel est le rôle qu'un pays invité d'honneur joue dans une rencontre culturelle comme la vôtre? Mais le rôle que ce pays joue, c'est de venir, comme je l'ai dit tout précédemment, de venir mettre en valeur ce qu'elle a comme richesse. Ça, c'est de un. Aujourd'hui, la Guinée est dans une dynamique. La politique culturelle guinéenne est une politique culturelle qui est presque enviée par tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu que tous les efforts qui sont faits par le gouvernement guinéen, nous sommes des acteurs culturels et de loin, ça nous fait plaisir de savoir par exemple qu'en Guinée, les acteurs culturels sont pris en compte. Il y en a qui ont des assurances maladie. Aujourd'hui, on a vu tout le travail, toute la réforme qui a été faite autour de la copie privée pour les droits d'auteur. Donc il y a une dynamique qui s'est créée. Et nous, en tant que FEMUA, nous ne venons qu'accompagner les pays dans leur volonté politique de faire évoluer les choses. En plus de cela, la Guinée est dans un projet Simandou dont la culture occupe la deuxième place en matière de priorité. Oui. Donc pour moi, les uns dans les autres disaient que la Guinée avait plus besoin de ça et la Guinée avait plus besoin de montrer au monde culturel africain ce qu'elle avait de valeurs, ce qu'elle avait de richesses. Donc ça s'inscrit dans un cadre qui est tellement logique qu'aujourd'hui nous sommes fiers de le faire. Et je suis arrivé en Guinée avec une délégation de 10 personnes. Mais depuis hier, nous ne constatons que des bonnes nouvelles pour le monde du secteur culturel. Oui, on va en parler dans un instant. Mais Assalfo, le FEMUA, de près ou de loin, Abidjan ou en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est un rendez-vous culturel de brassage qui rassemble des artistes qui viennent de plusieurs pays. Pour cette 17e édition, quelle va être la nouveauté? Mais pour cette 10e édition, c'est des artistes de grande envergure, parce que quand on parle d'un plateau où on a Angélique Kidjo, où on a Caris, où on a même Takana Zion, même s'il vient de la Guinée, c'est quand même un artiste international. Quand on a une pléiade d'artistes comme ça, sur un même plateau, c'est déjà quelque chose d'alléchant. En plus de cela, il faut rajouter le thème qui accompagne le FEMUA cette année, le civisme et la sécurité routière. Aujourd'hui,
l'Afrique a une richesse, c'est sa jeunesse. Mais c'est aussi une faiblesse, parce que quand cette jeunesse-là n'applique pas les codes du civisme, parce que l'éducation routière fait partie des codes du civisme. Donc si nous, à travers la musique, à travers la culture, on peut faire passer des messages de sensibilisation, c'est une bonne chose. Donc ce FEMUA va apporter encore un autre thème qui va donner un plus en termes de valeur vis-à-vis de la jeunesse. En dehors de ça, il y a tout ce que vous savez. Hein. Il y a le pays invité d'honneur, qui n'est pas de moindre, c'est la Guinée. Oui, bien sûr. C'est quand même la Guinée, l'un des berceaux de la culture quand même africaine, parce que c'est un pays riche en culture. Et donc on a envie de voir cette Guinée-là, qui a bercé nos parents depuis le temps des Bembeya, jazz et tout ça. Il faut que cette Guinée revienne sur le plateau. Ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Alors, vous et votre délégation avez rencontré donc les autorités. On vous a vu tout à l'heure dans le reportage de nos confrères, en compagnie du ministre de la Culture. Vous êtes reçu par le Premier ministre chef du gouvernement. Exactement. À Salfo, vous repartez de Conakry avec quel sentiment? Mais avec un sentiment de joie, avec un sentiment de voir des autorités impliquées au plus haut niveau pour la culture. Ça, c'est un signe fort, pas seulement pour la Guinée, c'est un signe fort pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a compris que la culture est un pilier pour le développement d'un pays. Encore moins, les gouvernants, aujourd'hui, le gouvernement guinéen a compris que la culture pouvait jouer un rôle important pour même la renaissance de la Guinée. On parle de deuxième projet prioritaire dans le Cimantou que la Guinée met en place. Ça veut dire que c'est un levier économique important. Moi, je pars satisfait. La Guinée vient de nous mettre une pression parce que nous, on part à Abidjan. On est tellement bien accueillis ici qu'on se demande comment est-ce qu'on accueille toute cette délégation guinéenne qui arrive. Mais venez quand même, parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait organiser les choses. La dernière CAN, je crois que vous avez appris des leçons. Venez, ça aussi, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de la musique. On vous attend pour vous mettre plein les yeux. Voilà. À Salfo, donc, satisfait? Très, très satisfait. Allez, nous allons vous dire merci. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Salif Traoré Alfo, il est donc leader du groupe Magic System. C'est le commissaire général du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA, Abidjan. Il était donc notre invité ce soir. Grand merci à vous, à Salfo. Dans le reste de l'actualité, mesdames et messieurs, le ministre de la Défense nationale et son homologue de la fonction publique sont en tournée dans les centres d'instruction d'infanterie de Forekaria et de Kindia. Objectif, s'enquérir du niveau d'avancement de la formation des nouveaux fonctionnaires de l'État. Les détails avec Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. De nouveau dans les centres d'instruction d'infanterie de Forekaria et de Kindia, le ministre de la Défense nationale et son homologue du travail et de la fonction publique viennent s'enquérir du niveau de formation des nouveaux fonctionnaires qui suivent leur service militaire obligatoire dans ces deux centres. Des démonstrations pratiques ont permis aux deux ministres d'apprécier le degré d'assimilation des cours militaires. Nous sommes là à faire instruction sur les tirs pour les apprendre comment tirer, comment approvisionner et comment charger. La formation militaire, on peut estimer au moins à 90%. Stagiaire Bamaria, 6e compagnie, 2e promotion, service militaire, centre d'instruction, armée de mer. Les 4 règles de sécurité sont: première position, considérer une arme comme étant toujours chargée. 2. Ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelque chose que l'on ne veut pas détruire. Ce deuxième contingent de fonctionnaires pour le service militaire obligatoire est fort de 2000 agents dans les centres d'instruction de Forekaria et de Kindia. Cette belle initiative des autorités de la transition vise à doter l'administration publique de ressources humaines qui incarnent le patriotisme et la vertu du service public. Ici, nous sommes là pour préparer les fonctionnaires à entrer dans leur carrière administrative afin qu'ils soient des fonctionnaires modèles qui se sacrifient pour l'intérêt général et qui soient des fonctionnaires efficaces qui se mettent au service de la nation. Votre présence dans cette caserne n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas non plus une banalité. C'est la traduction d'une vision profonde, d'une vision audacieuse, de transformation profonde de notre État, de notre administration. C'est cette vision qui se matérialise aujourd'hui. Et ce n'est que le début de l'inscription de cette page. Voici le rêve que le président Mamadi Doumbouya a pour la Guinée.
Et ce n'est pas un simple rêve, c'est une véritable ambition. Vous devez être aussi fiers de participer comme première promotion à ce parcours de service militaire. Le service militaire obligatoire pour les agents de l'administration publique est parmi les nombreuses actions innovantes du CNRD. Le ministre de la Défense nationale a à cet effet transmis le message d'encouragement du président de la République à ses agents désormais réservistes de l'armée guinéenne. Le chef suprême des armées m'a instruit de venir vous transmettre son bonjour. Vous pouvez compter sur lui. Vous êtes sa promotion, vous êtes son initiative, vous êtes sa jeunesse sur laquelle il compte pour relever les défis. Nous nous constituons le passé. L'avenir, c'est vous. Et ici, on vous inculque les valeurs de l'État, l'amour de la patrie, le sens de la solidarité, l'intégrité morale et physique. La Guinée ne peut pas se construire sans vous. Servir loyalement la Guinée est un devoir sacré pour tout citoyen. Ces nouveaux fonctionnaires stagiaires sont aussi formés au respect des normes de l'administration et des valeurs de la République. Des cours pratiques et théoriques sont dispensés pour l'avènement d'agents de type nouveau, capables de marquer une rupture entre les anciennes pratiques rétrogrades et celles nouvelles axées essentiellement sur l'intérêt supérieur de la République. Position de tireur couché en position. Et puis c'est au commissariat central de Kouroussa et que s'est achevée la première partie de la tournée de prise de contact du directeur général de la police nationale. Partout où il est passé, le général de division Djeneba Sori Kamara a été accueilli par les forces de défense et de sécurité de la préfecture de Kouroussa. Colonel Morikaba. Pendant 2 semaines de travaux intensifs, le directeur général de la police nationale a échangé avec l'ensemble des services de défense et de sécurité des régions administratives de Zérekouré et de Kankan. Dans chaque région visitée, les directeurs régionaux de police ont brièvement exposé les principales difficultés sécuritaires auxquelles leurs unités sont confrontées. Le message était articulé sur la cohésion non seulement entre les services de police et les autres corps, à savoir la gendarmerie, la douane et surtout l'armée. Il a profité de l'occasion de connaître non seulement l'effectif, la disposition des services déconcentrés de la police, les engins roulants à disposition, les moyens matériels à disposition. Il a promis dès son retour d'apporter des corrections à ce niveau. La synergie d'action est notre moyen de coopération ici avec les autres corps de défense et de sécurité. Nous savons que le conseil qu'il a donné dans ce sens est aussi de nature à renforcer les relations entre les différents corps de forces de défense et de sécurité dans l'intérêt exclusif de l'État guinéen. Désormais bien informé, le général de division Djeneba Sori Kamara s'engage à résoudre dans les plus brefs délais les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et de leurs biens. Le but de ma mission, c'était d'aller toucher du doigt les réalités sur le terrain, et le nombre de personnel dans les services et savoir est-ce que ceux qui ont été mutés à l'intérieur du pays, tout le monde a répondu présent, et connaître aussi leurs difficultés. Donc globalement le constat est amer, il y a le manque cruel du personnel et certains services aussi qui manquent de matériel, surtout les moyens roulants. Et je crois que à travers cette tournée, ça va nous orienter à beaucoup faire pour l'intérêt du pays. Et raison de plus, j'ai décidé cette fois-ci que les dotations en tenue, la répartition va commencer par l'intérêt du pays pour vraiment et en même temps encourager le personnel de l'intérieur du pays qui vraiment en réalité vit dans le calvaire. Il faut redéployer le personnel à l'intérieur du pays et c'est pour cela lorsqu'on est opérationnel, on est toujours en avance. La prochaine étape de cette tournée de prise de contact
conduira le directeur général de la police nationale dans les régions de la Moyenne et de la Basse-Guinée. Autre image de l'actualité nationale, c'est le lancement du processus de préparation du budget de l'État pour 2026. C'est le résultat de nombreuses réformes menées au sein du département. La démarche implique tous les acteurs de la chaîne de dépenses. La grande nouveauté sera désormais le budget programme, une migration qui prend en compte plusieurs innovations. Mohamed Souma. En Guinée, durant les derniers mois, le processus budgétaire a pris une allure satisfaisante. Plusieurs outils numériques sont déjà fonctionnels. Dès la première semaine de cette année, les ressources pour les départements ont été disponibles. Au même moment, le pays se prépare pour le budget 2026, un budget programme dont il faut comprendre les enjeux. On cite un exemple, l'accumulation des arriérés de paiement au trésor public, mais ce n'est pas tout. Nous reviendrons sur les moments forts de la préparation du budget, la situation sur l'état d'évolution, sur la migration vers le budget programme, la prise en charge des CDMT sectoriels. Les CDMT, c'est la programmation des dépenses sur 3 ans. Donc en prélude au budget programme qui commence en 2026 pour certains ministères pilotes, nous estimons qu'il faut vulgariser ces cadres de dépenses à moyen terme et prendre en charge dans l'application de préparation du budget de l'État. Pratiquement 9 mois et demi nous séparent de 2026. Le département de tutelle se veut efficace en lançant déjà la préparation du budget pour l'année suivante. Une révolution majeure entraînant la migration vers le budget programme. La vision du chef de l'État n'est pas exclue. L'année 2026 sera une année cruciale pour nous parce que nous allons commencer l'implémentation du budget programme conformément au programme Simandou 2040. Et pour cela, on a voulu commencer très tôt. Et tout ceci participe à la refondation de l'État tel que prôné par le général Mamadi Doumbouya. Il sera aussi question de la budgétisation des frais d'électricité. Les débats sont ouverts et concernent les responsables des BSD, DAF et les chefs comptables des ministères, des EPA et des institutions républicaines. Merci à Mohamed Seyar Souma. Dans l'actualité encore, une mission du président de la République conduite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la récupération des domaines spoliés de l'État vient de séjourner à l'Abbé. Mori Kondé et sa suite étaient porteurs de bonnes nouvelles du général Mamadi Doumbouya. Après une rencontre avec les sages de la ville de l'Abbé, la mission a apporté des précisions sur des travaux de la voirie et la rénovation de la grande mosquée. Suleiman Kamara. C'est une mission gouvernementale conduite par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui s'est rendu à l'Abbé. Dans cette commune urbaine, plusieurs chantiers phares sont lancés, notamment sur les voiries et la grande mosquée. Des travaux prioritaires dont la finition s'impose comme une impérieuse nécessité pour transformer le visage de la ville de l'Abbé. Au-delà du contrat technique qu'on a ici, vous avez vu, il y a aussi la parole du président de la République, la parole des autorités locales et la parole du maître d'ouvrage qui est le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, pour lesquels nous avons l'obligation d'être dans le délai. Les deux équipes vont travailler 24 heures sur 24 et EDG a été sollicité à cet égard pour installer des projecteurs. La plupart des équipements ont été commandés, ils vont arriver bientôt, notamment les objets de décoration et les équipements de décoration. Et naturellement, les entreprises ont promis de rendre le chantier dans les plus brefs délais. Avec cette équipe gouvernementale, la cadence des travaux va s'accélérer pour apporter une touche moderne tout en respectant les délais au chantier de construction. Par exemple, une société turque, Sablux, spécialisée dans la décoration, est sollicitée. Pour pouvoir exécuter les travaux comme le souhaite le président à temps. Alors nous, on est venus aujourd'hui pour renforcer l'équipe pour la finalisation de la mosquée. Ce constat de terrain a été suivi d'une visite du ministre Mori Kondé chez le grand calife de l'Abbé. Objectif, transmettre les salutations du chef de l'État à cette autorité morale et religieuse. Donc nous avons assuré la visite de la mosquée. Le matériel qui est commandé, les premiers conteneurs vont arriver ici le 19.
et d'autres vont arriver le 24 et les derniers conteneurs vont arriver au port de Conakry le 3 avril. Donc toutes les dispositions sont également prises au niveau du service portuaire pour que dès que ces bateaux-là accostent, que ces conteneurs puissent être rapidement mis à disposition pour être acheminés ici à la baie afin d'aller très rapidement. Et ça, ce sont les instructions du chef de l'État. À côté de la mosquée, il a également tenu que les travaux de voirie qui sont en cours puissent être très rapidement achevés. Nous avons aussi rencontré l'entreprise qui est en charge de ces travaux de voirie sur 15 km. À date, la difficulté que l'entreprise avait, c'était la question de fourniture en granit. C'était la question de granit qui fatiguait l'entreprise. Mais ils ont pu installer une centrale de concassage, alhamdoulilah, qui a été installée avec succès à 100% aujourd'hui. La baie, une ville en pleine mutation, porte désormais les espoirs d'une région entière. Entre modernité et tradition, le message est clair. Unité et cohésion nationale pour un avenir meilleur. Et puis pour réussir le pari de la refondation enclenché par les autorités, la direction du Centre national de documentation environnementale a initié des rencontres avec les antennes de l'intérieur du pays. À la baie, la visite a permis d'échanger avec les cadres et de s'enquérir surtout de la réalité des équipements. La démarche est de trouver un cadre de travail propice à l'atteinte des résultats par cette institution de recherche scientifique. Sarafdine Diallo et Nabila Moussa Kamara. Le Centre de documentation environnementale est un fruit de la coopération du gouvernement guinéen et de Luxembourg. Depuis janvier 2024, un décret présidentiel a fusionné les centres régionaux en un centre national de documentation environnementale dont le siège se trouve à Kindia. Pour réussir le pari de la refondation enclenché par le gouvernement, la direction nationale a initié des rencontres d'échange avec les cadres des antennes du CNDE dans l'arrière-pays. Depuis notre nomination à la tête du CNDE, c'est notre première visite officielle. L'objectif de cette visite s'inscrit dans une dynamique, par exemple, d'état des lieux d'abord. Et en fait, lorsque nous sommes à l'AB, ça a été un honneur. Nous partageons avec le personnel des défis que nous devons relever ensemble, mais aussi faire des recommandations. À l'AB, la directrice du Centre national de documentation environnementale à la tête d'une délégation a échangé avec les cadres sur plusieurs sujets. Ce pour le bon fonctionnement de cette institution de recherche scientifique. Les recommandations phares que nous avons formulées sont entre autres la formation du personnel, parce que tout le personnel qui est là, en majorité jeune, a besoin de la formation. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a un défi d'infrastructure. Et nous prenons bonne note. Arrivé au niveau de la direction, nous allons voir quelles solutions apporter. Madame Fatoumata Binta Sombili aussi a appuyé là-dessus. Donc elle a encouragé tout le monde, et elle et Madame Nathalie, à aller vers des formations qualifiantes. La direction générale du Centre national de documentation environnementale a mis à profit cette tournée de prise de contact pour visiter les locaux et s'enquérir des équipements existants afin de créer au cadre de l'antenne de la baie un meilleur espace de travail. Et pendant ce temps, la promotion des acquis du gouvernement guinéen se multiplie et se diversifie dans le pays. Et ce sont désormais les descendants d'Alma Mikala Souma, le premier chef de canton de Kaloum, qui apportent leur soutien au CNRD. Ils se mobilisent au sein d'une association qui se bat pour la réussite de la transition en cours dans notre pays. Leur dernière rencontre a regroupé du monde autour de la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Abakar Diaby. Ils sont venus de partout à travers le pays pour prendre part à cette rencontre d'échange d'idées. Ces descendants d'Alma Mikala Souma, un compagnon de l'indépendance, le premier chef de canton de Kaloum, prônent l'entente, l'amour de la patrie, à l'image du gouvernement de la transition. Tous expriment librement et inconditionnellement leur engagement à soutenir le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour la réussite des projets d'intérêt public en Guinée. Et conscient des efforts et sacrifices consentis par les nouvelles autorités du pays dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et qui se manifestent dans tous les domaines et tous les secteurs clés de notre pays. Nous, petits-fils, arrière-petits-fils, amis et alliés d'Alma Mikala Souma,
remis au sein du mouvement Boriyigi, réaffirmons notre adhésion et notre soutien indéfectible aux idéaux de refondation et de rectification institutionnelle de notre leader bien-aimé, le bâtisseur et le réformateur général Mamadi Doumbouya. Ces retrouvailles sont plus que solennelles. Elles jettent les bases d'une union sacrée. Ainsi, les acquis du CNRD sont appréciés à leur juste valeur par le patriarche et les chefs spirituels présents à ce conclave inclusif. On fait la prière pour lui, pour que Dieu lui donne la santé, prospérité, la paix du cœur. C'est à cause de ça qu'on est réunis ici aujourd'hui. Du fait que nous nous retrouvons aujourd'hui ici, les petits-fils d'Alma Mikala, pour magnifier d'abord et garder cet héritage pour la valeur de la nation, mais aujourd'hui et aussi soutenir le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui est en train de magnifier sa volonté d'aider ce pays. Cette démarche mise en avant vient ainsi restaurer une stratégie axée sur la promotion des réalisations du gouvernement en faveur du mieux-être des Guinéens à tous les niveaux. Et puis, à l'occasion du mois saint de Ramadan, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, à travers sa section Guinée, procède à une série d'activités à Conakry. Il s'agit d'une caravane de remise de kits de naissance aux prématurés de l'hôpital de Donka et des vivres aux femmes d'Antanor. Ce geste s'inscrit dans les efforts de la Fondation Mohamed VI en faveur des personnes vulnérables. Surba Bangoura, Marwan Kamara et Diana Yansane. Ces kits pour bébés sont destinés au service de nutrition de santé de Donka pour les enfants prématurés. C'est une assistance de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains à travers sa section Guinée. Ces kits obstétriques sont officiellement remis aux responsables du centre afin d'améliorer la prise en charge des nouveau-nés. La Fondation Mohamed VI organise presque chaque mois de Ramadan. Donc le choix est tombé sur cette institution cette année parce que c'est une institution assez importante qui a beaucoup de besoins. Nouveaux-nés qui sont hospitalisés ici sont dans une pénitence, mais aussi les personnes qui les accompagnent sont dans une pénitence. Et chacun a des besoins énormes. Donc faire en sorte que cela soit satisfait est un devoir de chacun. C'est des enfants, des nouveau-nés que nous hospitalisons. Et l'une des particularités de ces enfants, c'est l'hygiène. Alors M. Elal Fadiga nous a dit hier qu'ils vont amener des donations pour renforcer l'hygiène de ces enfants pendant l'hospitalisation. Donc c'est cette donation que vous voyez ici, qu'on vient de recevoir. Et nous profitons de cette occasion aussi pour remercier tout un chacun, tout le personnel de l'INSEE et tous les donateurs qui se battent pour la survie des enfants. De Donka, ce acte humanitaire s'est poursuivi également au quartier Antanor. Ici, plusieurs sacs de riz et de bidons d'huile sont remis aux femmes et autres nécessiteux. Ce matin, nous avons reçu un don de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. C'est une surprise pour nous. Nous, on était venus simplement pour nettoyer la mosquée, parce que c'est vendredi, et nous avons trouvé ce don-là de la part du roi. Nous ne pourrons que le remercier. Cette journée de solidarité est aussi mise à profit par la Fondation d'assainir et de rendre propre l'enceinte de la mosquée Mohamed VI et de Antanor, une façon de poser des actes pour marquer la fête de la femme. On en vient maintenant à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, cette fois en différé par First Bank Guinée. L'institution réunit autour de ses travailleurs des personnalités évoluant dans diverses activités. Ensemble, ils discutent de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin. Yara Diallo et Sununu Sidibé. Les femmes vecteurs de développement sont célébrées tout au long du mois de mars. Cette autre rencontre pour débattre des questions d'autonomisation des femmes et de leadership féminin réunit des hommes et des femmes évoluant dans divers horizons. Les femmes de la First Bank sont à l'honneur. Les femmes sont au cœur de toutes nos préoccupations au niveau de First Bank Guinée. Et les femmes sont valorisées. Nous avons dans nos effectifs plus de 48% de femmes. Et les femmes sont au niveau de toutes les sphères de décision au niveau de First Bank Guinée. Nous avons compris au niveau de cette table ronde que l'autonomisation de la femme n'est pas seulement
un problème de l'équité. Aujourd'hui, l'autonomisation de la femme est un pilier stratégique pour la croissance et l'innovation. Ce type de rassemblement met en lumière l'importance de donner aux femmes les outils et les opportunités nécessaires pour prendre des positions de leadership. Pour y arriver, des impératifs s'imposent. Je pense qu'il est important de favoriser l'éducation des femmes, la formation continue des femmes et la création des réseaux pour favoriser réellement l'autonomisation des femmes. Aussi permettre de créer des incitations pour leur faciliter l'accès au financement, pour leur faciliter l'accès à la formalisation de leurs activités génératrices de revenus. Pour réussir l'autonomisation des femmes, l'implication de tous est souhaitée. Cela en encourageant les entreprises et les institutions à adopter des politiques favorables à l'inclusion, en valorisant les compétences féminines et en facilitant leur accès aux ressources. La Guinée pourra bénéficier pleinement du potentiel de ces femmes leaders. Les échos à présent de la célébration du 8 mars dans la commune rurale de Koba à Bofa. Là-bas, le réseau africain des femmes leaders a marqué la journée par une série d'activités, notamment des conférences débats et des expositions de produits locaux. Des détails avec Mamadou Alpha Baldé. La commune rurale de Koba vibre au rythme de la Journée internationale des droits des femmes. Ici, elles font pleinement partie du tissu de production locale si riche. Le choix a été porté sur les femmes maraîchères et c'est très important. Parce que c'est des femmes peut-être qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Pourtant, c'est tous ces produits-là qui rentrent dans nos marchés et qui nous alimentent. Des conférences débats sur plusieurs thèmes en lien avec l'autonomisation féminine sont animées. Le réseau africain des femmes leaders Resafel en est l'initiateur. Mon message, c'est vraiment un message d'unité. Il faut être solidaire, se donner la main pour lutter, continuer les défis qui sont encore permanents pour les femmes, lutter de tout le temps pour l'émancipation de la femme. Sans la femme, rien ne marche. La femme est la première à se lever et la dernière à se coucher. Donc il faut que les femmes se lèvent pour pouvoir faire bouger le pays. La fête internationale des femmes à Koba a aussi été marquée par une lecture du Saint-Coran et des prières à l'église pour la paix, l'unité et le développement de la Guinée. Voilà donc, c'était un reportage de Mamadou Alpha Baldé rendu par Noumousso Diakité. Et pour sa part, la direction générale de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a rendu un vibrant hommage aux enseignantes et femmes de son temple du savoir, une occasion d'encourager les jeunes filles à poursuivre des carrières dans les arts et à exprimer leur créativité. Les images de Fodé Barry sont commentées par Samartin Fancinadouno. Étant un établissement de promotion et de valorisation de la culture et des arts, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a organisé divers événements sur son campus. L'administration générale, à travers son service Genre et Équité, a célébré les contributions des femmes dans le domaine artistique, notamment des expositions, des spectacles de danse, de musique ou des conférences. Cette initiative vise à promouvoir l'égalité des genres et à mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans la culture guinéenne. Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de femmes sont soumises à des tortures, les femmes sont battues, les femmes sont violentées et elles sont reléguées au second plan. Et ça, ce n'est pas l'action de l'homme. Et alors que cette femme a été créée pour nous accompagner, par le créateur que nous adorons tous. En mettant en avant les contributions des femmes artistes, l'administration générale de l'ISAMC offre une plateforme pour reconnaître et célébrer les talents féminins. À travers les modèles de réussite des femmes invitées, de nombreuses jeunes filles et femmes pourraient s'inspirer de leurs expériences afin de s'engager dans les carrières artistiques. C'était aussi toutes ces femmes qui sont battues pour le droit des femmes. Je demande à l'autorité d'aider un peu les femmes, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les femmes sont libres. Les femmes demandent du travail, les femmes travaillent, mais ce n'est pas des travaux où on demande les diplômes. C'est souvent des travaux qui ne sont pas bien énumérés. Après la conférence, j'ai été très satisfaite. Ce que je vais dire à l'endroit du président, vraiment, il n'a qu'à nous aider. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la femme. Cet événement permet également de sensibiliser la communauté universitaire et le grand public à l'importance de l'égalité des sexes
et aux défis auxquels les femmes font face dans le domaine des arts et de la culture. Et puis, mesdames et messieurs, nous allons à présent vous raconter une histoire. L'histoire de Mariam Diallo, une journaliste déficiente visuelle. C'est avec passion et courage qu'elle affronte les obstacles du journalisme télé. Mariam se bat, en dépit de son handicap, en faveur de l'émancipation des personnes avec qui elle partage la même situation, les mêmes défis, un combat qu'elle mène au quotidien et avec beaucoup de détermination, comme le montre ce reportage de Noumousso Diakité. Bienvenue dans votre émission Au-delà du handicap sur la RTG. Mariam Diallo, non-voyante de naissance, est diplômée en journalisme de l'université Kofi Annan de Guinée. Elle est l'animatrice principale de l'émission télévisée Au-delà du handicap à la RTG Boulbiné. Son sens de l'organisation et le soutien de son entourage lui permettent de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et ses tâches personnelles malgré son handicap. Toutefois, Mariam est confrontée aux difficultés dans l'exercice de son métier. Lorsque je faisais l'université, j'ai fait d'abord un stage à la Nostalgie. Quand j'ai fini, je suis allée à la radio Atlantique FM. Après, c'est en 2022 que j'ai rejoint la RTG 2 Boulbiné. Là-bas, j'ai initié une émission qui met en lumière les personnes vivant avec un handicap. Ce n'est pas tous les jours que je vais à la RTG. Donc j'ai le temps pour la RTG et le temps à la maison. On retrouve les difficultés dans toutes les activités. Je suis confrontée d'abord à l'informatique et donc je suis obligée d'être assistée. En plus de sa carrière d'animatrice, Mariam milite pour la défense des droits et l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Il faut que les personnes vivant avec handicap puissent travailler comme les autres, puissent avoir des lieux de travail pour qu'elles puissent montrer leur talent. Mariam invite tous ceux qui vivent avec un handicap à ne pas se laisser vaincre par les complexes. Le message que j'ai pour les personnes vivant avec un handicap, c'est d'abord les encourager, leur dire d'accepter leur état, de ne pas se cacher derrière, de bien vivre comme les autres. Quand on veut, on peut. Le parcours de Mariam Diallo est une source d'inspiration. Il montre que la détermination et la foi peuvent surmonter les obstacles et aider à réaliser ses rêves. Merci à Noumousso Diakité et bon courage à Mariam. Depuis quelques années, les femmes de Starwell se sont réunies au sein d'une association pour apporter du soutien aux couches démunies du pays. Cette année, l'orphelinat Abou Mangué de Sonfonia bénéficie de cette assistance composée de denrées alimentaires. Les activités se déroulent dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Lancé Kamisoko. Situés au quartier Sonfonia Centre, les enfants de l'orphelinat Abou Mangué ont le sourire aux lèvres à l'occasion de la célébration du mois de la femme. Des denrées alimentaires de diverses variétés leur sont apportées à l'occasion par les femmes de Star Oil, une société de distribution de carburant en Afrique de l'Ouest. Le choix que la Star Oil nous a apporté, moi je pense que c'est très important parce que l'avenir de ce pays, c'est les enfants. Et ces enfants, ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Et je remercie à l'association, au Star OM et tous les braves dames qui sont ici derrière nous, accompagner ces enfants, ces fils. Nous avons eu des denrées alimentaires. Je remercie aussi nos mamans qui avaient apporté le don pour nous. Je suis très contente et très heureuse. Je souhaite encore un bon ramadan à tous. Expression du cœur, ce geste des femmes de Star Oil réunies en association s'inscrit en droite ligne de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est pour nous une immense joie de vous retrouver dans ce mois spécial regroupant le jeûne musulman, le carême chrétien et la journée internationale des droits des femmes afin de vivre ensemble des valeurs de partage et de solidarité. Nous, femmes de Star Oil, maman, ne pouvons rester insensibles au sort de ces orphelins. Nous voudrons vous témoigner notre solidarité et notre grand soutien à travers ce don composé de quelques vivres. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la direction de Star Oil a décidé d'accompagner les Star Women ici présentes dans leurs actions de solidarité.
Cette action donc vise à apporter du confort et du réconfort pour ces jeunes orphelins qui constituent l'avenir de la Guinée. Dans cet orphelinat de près d'une trentaine d'enfants, cet apport est un ouf de soulagement pour les responsables dans la prise en charge des pensionnaires de cet établissement. Et puis pour la réussite du programme Simandou 2040, des prières se multiplient à Kerouané et à Beila. C'est le rendez-vous des villages voisins pour soutenir ce chantier phare de la transition. Ensemble, ils ont fait des prières et des bénédictions pour accompagner la volonté politique du chef de l'État, Diamokaba. Manabri est une commune rurale de Damaro, dans Kerouané. La localité abrite cette année la 2e édition du Forum de paix et de développement local, au cœur de la mobilisation, traduire la vision du président de la République dans le registre de rassemblement et de l'unité nationale. Je remercie au nom de la commission d'organisation le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train de vraiment de faire tout pour que le citoyen se sente libre dans ce pays. À ce rendez-vous annuel, la présence de 11 villages issus des préfectures de Beila et Kerouané. Unir les forces pour un havre de paix en Guinée est l'un des enjeux de ce conclave religieux. La grâce divine est vivement souhaitée afin de parler d'une seule voix dans ces localités qui accueillent le programme Simandou 2040. Nous avons aussi fait des prières pour l'État, pour le gouvernement de Mamadi Doumbouya, le président de la République, pour que son temps soit favorable à nos communautés. Il faut qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix, nous pouvons bénéficier les fruits de ce gouvernement. On a demandé aux membres de l'association, aux doyens, aux patriarches de prier pour le président de la République qui a eu confiance en nous et qui pense vraiment au plaid de toute la population dans sa généralité. La promotion des actions de développement communautaire affiche la détermination des communautés à accompagner le plan national. La construction d'un espace de rencontre est défendue pour doter le village de Manabri, situé en plein cœur de Simandou. Avantage, discuter et échanger sur les axes prioritaires de la contrée pour que règne la cohésion sociale en toutes les obédiences afin de défendre et sauvegarder l'intérêt de la Guinée. Les enseignants de la commune de Matoto se mobilisent également autour du Saint-Coran pour la paix, le vivre ensemble et le développement du pays. En ce mois de Ramadan et de Carême, ces enseignants veulent renforcer la collaboration mutuelle, mais également accompagner les autorités dans les actions qui visent le développement de la Guinée. Le point avec Moussa Bangoura. Réunis autour du livre saint, ces enseignants issus des écoles publiques et privées de Matoto s'unissent pour la lecture du Saint-Coran. En ce mois béni de Ramadan, le Coran a été lu plusieurs fois. Des bénédictions ont été formulées pour la corporation, pour la réussite des actions engagées par le président et son gouvernement. Il faut prier pour le chef de l'État, il faut prier pour l'ensemble de la population de la Guinée, pour la paix et pour que notre système éducatif avance dans les très bonnes conditions, avance à la satisfaction de tout le monde. Et j'interpelle les enseignants à un travail ardu. C'est la première fois dans tout Conakry, parmi les DCE, pour faire la rupture avec les enseignants, accompagner la lecture du Saint-Coran. Pour aussi montrer à Général Mamadi Doumbouya, qui sommes là aussi à Matoto, l'éducation Matoto, pour dire que nous avons plusieurs manières aussi de rester derrière lui. L'initiative vient du directeur communal de l'éducation de Matoto. Le but est d'unir ces enseignants de la commune autour d'un idéal commun. L'islam et le christianisme qui se rencontrent pour une lecture du Saint-Coran, pour une rupture corrective, ma foi, cela crée ce qu'on appelle ici le principe de la laïcité de l'État en Guinée, la tolérance religieuse, mais aussi l'acceptation de la foi des autres. Initier un événement, donner la chance à tous les cadres de couper le jeûne ensemble, dans la fraternité, dans l'amitié, dans la concorde, ça va droit dans l'esprit du CNRD. Deuxième du genre, la rencontre de ces éducateurs, encadreurs, chefs d'établissement et délégués scolaires s'est soldée par une rupture collective.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.